Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais annoncé, on va un petit peu parler de Alien Covenant, le nouveau film de Ridley Scott sorti en 2017 avec les performances de Michael Fassbender, de Katherine Waterston, de Billy Crudup et de Danny McBride entre autres. Il n'y a pas beaucoup de gens au casting mais ils sont quand même présents. Ce film a coûté 111 millions de dollars. Il dure 2h03 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h03 ? Eh bien, c'est un vaisseau spatial qui s'appelle le Covenant, qui est un vaisseau de colonisation qui capte un message très étrange d'une planète. Et ils vont sur cette planète qui semble de prime abord bien habitable. Mais ce qu'ils vont trouver, c'est un piège mortel dont peu d'entre eux vont en ressortir. Beaucoup de débats autour de Prometheus, bien sûr le précédent film de science-fiction de Ridley Scott. Bon, Seul sur Mars, je le considère pas tant que ça comme un film de science-fiction avec le côté pulp de la science-fiction avec les aliens et les gros vaisseaux et les choses comme ça. Mais Prometheus a certainement divisé tout le monde. Bon, de mémoire, je l'avais plutôt aimé, et quand je l'ai revu il y a un mois, je continuais à l'aimer, et même à découvrir de nouvelles choses. C'est pas formidable ça? Donc voilà, on attendait peut-être d'avoir des réponses avec ce volet-ci. Non seulement des réponses, mais aussi une continuation. Ce film-ci sort, et qu'est-ce que j'en ai pensé rapidement avant de parler en long en large du film, bien sûr dans toutes ces narrations et dans tous ces retournements, hein, je vais parler librement du film. Je dirais que c'est de la demi-teinte, mais sans aucune haine ou rage, comme j'ai pu le voir sur pas mal de critiques, qu'elles soient écrites ou vidéo, ou audio même, mais je dirais que c'est une demi-teinte vers le haut, c'est-à-dire que c'est un peu le ressenti que j'ai eu devant Prometheus, mais pas pour les mêmes points. Finalement, j'en ressors relativement satisfait, mais tout est relatif. C'est une direction, je dirais, inattendue qu'a pris le film, et pour le coup, j'ai apprécié cette direction. J'ai jamais eu un problème avec raconter les origines. Ce film répond à Prometheus, mais on va dire que ça ne répond pas directement. Par contre, le peu de réponses que nous avons, eh bien, ce sont des réponses qui sont données d'une façon si nihiliste. C'est assez hallucinant pour un film hollywoodien, pour un blockbuster. Bon, bien sûr, le film est probablement grandement financé par Ridley Scott, qui est britannique, c'est pas un américain, mais je trouve que c'est quand même assez effarant. La violence de ce film, c'est une pierre à l'édifice de la misanthropie. C'est une épopée misanthrope. C'est sûr que ça, on a du mal à le faire passer aux spectateurs. Mais c'est une aventure qui ne se veut pas pour l'homme. C'est quelque chose qui va un petit peu au-delà. C'est une étape, malheureusement. Autant on pouvait commencer à le sentir dans Prometheus que l'avenir de l'homme n'est pas dans l'espace. Je crois que Ridley Scott n'a jamais été vraiment pour un espace bienveillant. Pour lui, l'espace et les planètes qui s'y trouvent sont hostiles. Et c'est très surprenant pour un blockbuster, je trouve, de nous faire un sujet pareil, avec un taux d'absolu. Enfin, il y a rien qui sauve l'humanité dans ce film, hein. C'est horrible, franchement, et c'est ça que j'ai adoré dans le film. Je ne m'y attendais pas. Quand le film a déboulé sur ce domaine, j'ai vachement kiffé. Parce que c'est absolu, parce que ça a malmené aussi ce que je pensais voir, les personnes auxquelles je devais m'identifier, et le film nous fait un gros fuck. Et je crois que j'ai compris ce fuck, parce qu'il ne s'agit pas forcément de l'accepter. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas accepté et qui disent c'est nul, mais il faut comprendre que c'est un fuck. Et à partir de là, on kiffe le film. Franchement, la vidéo va être très longue, je suis désolé, mais je devais placer ce petit enjeu au départ. On y reviendra probablement avec des exemples par la suite. Le deuxième point qu'on pourrait aborder, c'est pourquoi tout d'un coup, il se met à faire une franchise. Parce que là, il nous parle d'un deuxième film avec Alien Covenant, mais il veut faire toute une série, il veut faire encore un troisième film, et après lancer une nouvelle trilogie. Enfin, il a des idées. Le Ridley Scott, il est assez fou. Bon, déjà, il est assez fou parce qu'il fait beaucoup de films, je trouve, ces derniers temps. Il enchaîne vraiment les projets. Et là, tout d'un coup, il va faire une franchise Alien. Alors, pourquoi se mettre à faire des franchises alors que
qu'il l'a évité pendant toute sa carrière. Je pense que ça, je l'avais retiré dans un numéro de illimité qu'on a dans les cinémas UGC, le numéro illimité de mai. Il y avait un petit article, vous savez, ces articles un peu rapides sur les films, mais il y avait un truc qui était, je trouve, juste. C'est que Ridley Scott souhaite peut-être posséder son univers, avoir sa franchise. C'est comme ça qu'Hollywood fonctionne, je trouve, un petit peu aujourd'hui. Chaque studio veut avoir sa grosse franchise, celle sur laquelle elle peut se reposer financièrement. Ridley Scott souhaitait avoir quelque chose qui soit vraiment à lui, pour avoir une sorte d'autorité. Faut être à la tête d'une franchise. Je pense que c'est comme ça. Et surtout pour marquer peut-être les esprits. Je crois que ce soit en bien ou en mal, là, il aura marqué les esprits. C'est, je pense, sa manière à lui qu'on lui foute la paix. Comme j'avais lu dans cet article avec lequel j'étais d'accord. Céder à l'époque pour ne jamais céder devant son art. C'est ce qui avait été écrit. Je trouve que c'était une belle petite formulation. Et en cela, il est visionnaire. Par rapport au podcast No Ciné qui disait qu'il n'était absolument pas visionnaire, il est visionnaire par rapport à ce qui se passe en ce moment, pas forcément par rapport aux visions, à ce qui s'est projeté dans le film même, mais par rapport à sa situation. Il essaye d'évoluer avec son temps, et c'est ce qu'il fait survivre par rapport à toute une clique d'autres personnes qui sont complètement à la ramasse. Clairement, à un moment, ces films vont poser des problèmes. Et je pense que là, on est arrivé à un stade où il doit se poser plus de questions sur sa façon de faire. Mais en même temps, il ne veut pas dépérir. Donc il choisit un univers sur lequel il a quand même la main mise, Blade Runner et Alien, pour essayer de retirer quelque chose encore pour lui avant de partir, quoi. Donc je trouve que c'est plus une certaine façon une sorte de dernier rempart, vous savez, la dernière résistance de Ridley Scott face au monde qui ne l'aime pas trop en ce moment. Mais je pense que non seulement c'est un visionnaire parce qu'il veut continuer à se placer aussi bien dans la production que technologiquement, ces films ne sont pas vieux technologiquement, ils sont plutôt beaux même, mais aussi c'est quelqu'un de pragmatique. Après, plus l'un que l'autre, je pense. Vous l'entendez dans les interviews, c'est clairement le cas. On a l'impression qu'il fonce avec ce film tout droit sans se retourner. Mais je pense que le mec, quand même, il devrait un peu se retourner de temps en temps parce qu'il arrive à 80 ans bientôt et il arrive avec sa folie des grandeurs, il a envie de revendiquer sa vision de Alien. Et un petit peu comme George Lucas en fait, je fais ma préquel parce que c'est mon univers. Scott, c'est un petit peu la même chose comme l'androïde David dans Covenant, il va décliner son envie. C'est comme David. Alors je dis pas que c'est forcément un parallèle complet qu'on peut faire entre le personnage de fiction et le réalisateur, mais dans le film, David a quand même quelque chose qui se rapproche de l'envie de créer de Ridley Scott. Et cette idée de décliner son envie, encore une fois, c'est dans l'air du temps. Ridley Scott s'intègre parfaitement dans son temps. C'est pas has-been, c'est pas en retard. Quand vous voyez des gars comme James Cameron, allez, je vais faire combien de films ? 4 films ? Avatar ? Ou 5 ? Je sais plus. Voilà, une démence, quoi. Et on sait pas du tout ce que ça va donner, cette affaire. Et Shyamalan, là, qui récemment, avec Split, va commencer à décliner un univers. Je reste vaseux pour ceux qui n'ont pas vu Split, mais c'est aussi une déclinaison d'univers, Split. C'est comme pour Lucas. Ces deux cinéastes sont dans une logique qui est la leur. Ils ne sont pas dans la logique du public, en tout cas pas entièrement, même si Ridley Scott souhaitait quand même corriger quelques tirs par rapport à Prometheus et à la réception critique. Parce que bon, c'est compliqué d'être avec le public en ce moment. Il sait pas ce qu'il veut, mais il ne sait même pas ce qu'il ne veut pas. Faut pas se voiler la face non plus. On s'est pas déjà posé la question que déjà à partir du deuxième volet ça se barrait en couille, la série Alien ? Alors pourquoi en faire tout un plat autour de la bestiole et de tous ces films ? À partir du 8e passager, presque tout était déjà refermé. Et il a fallu reformuler, ressecouer les fondations pour créer de nouvelles choses. À chaque fois, Alien 2, qu'est-ce qu'on fait ? On va créer une reine des aliens. Et ça, personne n'a gueulé dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez ridicule que tout d'un coup, on reproche à Ridley Scott de changer des choses alors que les autres, c'est bien quand même. Oh oui, le facehugger, il peut engendrer des reines. Ah oui, c'est intéressant ça. Alors pourquoi là tout d'un coup on devrait faire les fines bouches ? Parce qu'il y a eu, je pense, une assimilation du public pendant plusieurs années qui maintenant est complètement renfermée à quoi que ce soit.
Et je trouve ça assez malheureux. Je pense que chaque épisode a eu son lot de redéfinition. Et je vous renvoie aussi à un autre podcast, je vais vous parler de Nos Ciné, mais un autre podcast qui était intéressant, c'est le podcast de France Culture du 12 mai 2017 sur Alien. Il disait que le film redéfinit un peu les cartes avec culot. Déjà par une identification au mal, c'est-à-dire David, on y est obligé, on refuse bien sûr, donc il n'y a pas d'identification, et ça c'est fort, parce qu'on a une question d'altérité par rapport au spectateur et à son identification dans le film. C'est pour ça que il y a quand même un petit travail sur le personnage de Daniels, pour qu'on puisse avoir une espèce de sauvetage, mais celui sur lequel on doit s'identifier, c'est bien David. Mais encore une fois, David, on sait que c'est un androïde. Donc il y a une question d'altérité. Peut-on faire confiance à un androïde ? À ses projets en fait, à son sujet. On ne sait même pas pourquoi David il fait tout ce qu'il fait dans le film. Mais si ça se trouve, c'est peut-être pour notre bien, mais on n'en sait rien. C'est comme pour les précédents, hein. C'est vraiment génial ce qui se passe dans le film. Et ça, c'est juste par rapport à David, à l'identification à David. Mais il y a aussi un autre truc assez fondamental, qui est aussi un bouleversement. On a l'alien qui est toujours représenté un petit peu comme issu d'une naissance féminine, un accouchement, hein, bien sûr un accouchement brutal, sauvage, mais ici on nous fait un changement, puisque toutes les formations mutantes sont issues d'un liquide séminal, donc symbolique paternel. Je vous ai dit qu'il y avait quand même quelques liens avec Alien, mais moi je serais pas à dire que c'est un remake d'Alien le 8e passager. Les objectifs du vaisseau, le Covenant et le Nostromo, sont pas les mêmes, il faut pas abuser non plus. Les raisons d'aller sur la planète non plus, parce qu'il ne s'agit pas dans Covenant seulement de capter un signal, il s'agit aussi d'aller peut-être coloniser cette fameuse planète. Les enchaînements de situations non plus. La caractérisation des personnages principaux non plus, aussi minime soit-elle. N'oubliez pas qu'un scénario, ce sont des variantes et des constantes. Ça permet éventuellement de nuancer tous ces propos extrémistes que j'ai pu voir et entendre. Je dis ça aussi pour moi dans certains cas. Tout ça me fait dire que le film n'est peut-être pas pour le spectateur trop rodé, trop fan en fait. Ça peut fermer des portes d'imagination, d'être trop figé dans la mythologie et de ne pas tolérer la moindre petite amélioration, le moindre petit changement, la moindre petite découverte ou la moindre petite réponse. Mais les gens fantasment trop, s'imaginent trop, que ce soit pour cet univers d'Alien ou d'autres. Prometheus et Covenant sont peut-être pour de nouvelles générations et éventuellement de nouvelles générations de pensées et non pas des pensées tournées vers le passé, comme c'est le cas souvent. C'était mieux avant, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même une œuvre qui est violente aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Contextuellement violente, parce qu'elle met à mal aussi le spectateur dans ses convictions, mais aussi violente à l'intérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de morts, et ce sont des morts qui sont visibles, hein, ce sont pas des morts qui se passent hors champ. Est-ce qu'il y a une scène choc dans le film? Je ne trouve pas. Pas vraiment. Il y a des scènes qui peuvent être intéressantes, mais il n'y a pas de scène choc, de scène méga iconique. Il y a peut-être la mort des ingénieurs qui est, je trouve, assez grisante à voir, mais la scène choc, comme on a pu avoir l'accouchement dans le pod médical dans Prometheus, ou la séquence des agrafes dans Celle sur Mars, ici, pas vraiment. Il y a bien sûr la scène qu'on voit dans la bande-annonce avec l'alien qui sort par le dos, mais ça passe si vite et ce n'est pas, je trouve, assez iconisé. Je trouve que le film a un problème de build-up, c'est-à-dire de construction dramatique, si on devait parler avec des mots comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une situation grave, une situation dramatique, non seulement dramatique en termes de dramaturgie, créer une situation et la faire augmenter jusqu'à relâcher la tension. Je trouve que Ridley Scott n'y arrive pas, il ne la fait pas évoluer jusqu'à un point de non-retour. Et ça, c'est handicapant dans tout le film. Jamais on arrive à vraiment faire monter la sauce, faire monter les palpitations du spectateur, parce que c'est quand même censé être un peu un film à suspense, un film avec de la tension. Et bien la tension, elle a du mal à monter
l'humanité, hein, et ça c'est un point qui est assez négatif. Au-delà de perspectives, de thématiques symboliques, des choses comme ça, en termes d'action pure, eh bien ça a du mal à décoller, mais c'est aussi du fait direct que le film est misanthrope. Si on accepte que le film est misanthrope, il faut aussi accepter qu'il n'y aura jamais de tension puisque les humains ne sont pas le centre d'intérêt du film. Donc c'est un peu une fausse piste. En fait, l'idée est géniale, mais dans ce cas-là, il faut refaire tout le scénario parce que là, le film se concentre trop sur les humains, alors qu'on voit bien que c'est pas le but et que le sujet du film, c'est la violence faite à l'humanité. Alors, il faut pas construire des situations de suspense sur l'humanité puisque d'emblée, on sait qu'on va pas les aimer. Il y a un décalage qui s'opère avec celui-ci, Alien Covenant, un point négatif que je retire volontairement, mais qui, moi, ne m'a pas vraiment gêné. Je n'ai jamais été vraiment dans le film, mais j'ai respecté ce point de vue. Ça m'est pas venu directement, mais on sent qu'il y a quand même des problèmes. Je veux dire, il y a des boucles d'action. Comme m'avait dit un copain à la sortie du film, il avait dit qu'il y a des actions qui se répètent. Typiquement, deux actions qui sont assez faciles à repérer, la tache de sang sur laquelle la personne glisse, c'est un côté un peu grotesque, un peu cartoon, vous voyez. Moi, ça m'a tout de suite fait penser à cette scène quand il y a dans Hollow Man de Paul Verhoeven une personne qui met du sang sur le sol pour essayer de faire apparaître l'homme invisible, et tout d'un coup l'homme invisible la pousse et elle glisse sur le sang sur une espèce de zoom comme ça. Voilà, donc moi ça m'a fait penser à ça, mais le plus gênant c'est qu'en fait ils refont une deuxième fois un glissement d'une personne. Ça c'est un peu maladroit. Et on a aussi une autre séquence quand Daniels est sur l'espèce de plateforme volante et que elle part en l'air et elle retombe comme ça, elle est tenue par un filet, et ça c'est arrivé 2 fois dans la séquence. Alors c'est un truc assez spectaculaire, et certainement que dans une situation similaire on ne s'empêchera pas de retomber plusieurs fois, hein, mais dans le cadre d'une fiction de cinéma, le fait de répéter un peu les mêmes actions dans la même séquence, eh bien je trouve que c'est un petit peu handicapant. Ça donne une impression d'une séquence sans innovation, sans trouver un nouveau danger en fait. Et pourtant cette séquence, à la fin du film, elle est assez palpitante quoi. Mais je trouve que voilà, comme mon copain avait dit, il y a un petit problème d'innovation dans les situations et aussi un décalage, hein, ce truc du sang et de la glissade, ça pose quand même un problème. Avec Prometheus et son extension ici Alien Covenant, on a un changement assez radical. Je vous l'avais dit dans une petite chronique cinéma, pour ceux qui ont regardé mes chroniques cinéma sur Hooper.fr, je parlais d'une guerre de seuls contre tous. C'est le cas ici. Il y a une destruction des idoles, une destruction des mythes de la part de Ridley Scott. Exodus est complètement dans cette tendance. Il a une filmographie teintée de grande violence dans ses derniers films. C'est une réflexion philosophique sur la création et sur sa part destructrice. Mais je pense qu'il ne s'agit pas simplement de destruction. Il détruit quoi en fait, puisque là, ce qu'il fait, c'est de l'extension. Il fait étendre son univers comme finalement on fait étendre un peu notre savoir sur les créatures. Mais c'est un savoir que nous refusons. Enfin, que certains refusent, bien sûr. Mais il ne s'agit pas, en quoi que ce soit, de détruire l'héritage d'Alien. C'est juste expliquer des choses qui étaient au départ mis dans le doute, mis dans l'ombre. On peut, bien entendu, concernant ces films, et comme concernant n'importe quel film de science-fiction, mettre en valeur des incohérences pour noter négativement le film. Des incohérences de toutes sortes, hein, mais comme il y a dans tout film de science-fiction, hein, ne serait-ce que mettre des sons dans l'espace. Mais des trucs du style « Pourquoi les embryons des créatures ont la même taille que les embryons du vaisseau à la fin du film ? Pourquoi le mec à l'extérieur du vaisseau capte le signal de chaud et pas ceux à l'intérieur ? Les temps d'incubation des aliens qui s'arrangent en fonction du scénario ?» Plein de petites choses comme ça qu'on pourrait mettre en recueil, hein, l'un derrière l'autre, et ça ferait soi-disant une critique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce genre de détails, vous pouvez le trouver pour n'importe quel film. Donc moi, je vais pas m'amuser à faire ce genre de détails. Je laisse les rageux de Alien Covenant le faire. Je suis sûr qu'ils feront des listes très exhaustives et très palpitantes. Moi, ce n'est pas mon but.
Je suis tout à fait conscient qu'il y a ce genre d'erreur, mais j'étais suffisamment dans le film pour faire fi de ces erreurs-là, et encore une fois, j'ai vu beaucoup de films, j'accepte ce lot d'erreurs, j'accepte ces incohérences, parce que nous sommes aussi dans un cadre de science-fiction, où la science, on lui fait faire n'importe quoi. Donc voilà, le fait de ne pas capter dans un vaisseau une retransmission et que ça soit capté à l'extérieur, ça paraît complètement illogique, mais dans le cadre de cette fiction, on est quand même dans un film qui se permet d'avoir ce genre d'incohérence, de facilité, parce que nous sommes aussi dans le cadre d'une fiction qui a un certain temps défini, donc il faut aller aussi rapidement. Et je comprends les gens au final qui disent que c'est une intrigue cousue de fil blanc, c'est-à-dire une intrigue avec une fluidité, une explication assez grossière, c'est-à-dire que le scénario est mal fait, dont on ne peut cacher l'évidence. Par exemple les œufs, comment ça se fait qu'il y ait toujours une personne qui se penche au-dessus de l'œuf, et bien sûr après il y a le facehugger qui vient sur lui. Bien sûr pour nous qui avons vu les épisodes des aliens c'est évident, mais n'oubliez pas que c'est peut-être la première fois que le capitaine du vaisseau voit un œuf alien, et il ne sait pas du tout ce qui va surgir de cet œuf, hein. C'est un œuf qui s'ouvre en peau de banane, mais il peut aussi rien se passer dans cet œuf. Il faut bien prendre la distance entre ce que nous, spectateurs, nous connaissons de l'œuvre et ce que connaissent les personnages. Et c'est là aussi qu'il y a une différence, un fossé entre ce que le spectateur connaît, ce qu'il va craindre, et ce que va vivre le personnage principal. De là peut découler en fait de l'émotion, du suspense, mais pour certains spectateurs, il n'y a que du dégoût et de l'ennui, parce qu'ils ont vu ça tellement souvent que maintenant le procédé du facehugger est éculé. Et donc voilà, en fait, ce qui était à la base un procédé tout à fait louable, que le spectateur connaisse plus de choses que le personnage principal, et maintenant une situation auprès du spectateur geek, une situation plutôt ennuyeuse du fait de la répétition pendant tous les épisodes d'Alien. Là je ne peux que voir un status quo, parce que le film ne pense aussi à un public qui n'est pas forcément un gros fan d'Alien, qui s'est vu tous les films Alien avant de voir celui-ci, donc à un moment ce sont aussi les gens qui ont trop de culture, qui ont trop vu Alien, qui sont peut-être amenés à se remettre en cause. Il y a un autre moment qui est important au niveau de cette intrigue cousue de fil blanc, et là je dois dire que personnellement j'étais pris dedans, c'est le changement de Walter et de David. Je vous le dis rapidement, mais je reviendrai un tout petit peu après. Walter, donc l'androïde qui accompagne le Covenant, fait la connaissance de David, qui est l'androïde de Prometheus. Il s'ensuit une confrontation d'idées et une confrontation physique entre les deux personnes, pendant que les derniers passagers du Covenant reviennent un peu à l'extérieur et vont partir avec cette fameuse plateforme dont je vous parlais, cette plateforme volante. Il se trouve que la confrontation entre Walter et David est incertaine, et on ne sait pas ce qui s'est passé, et tout d'un coup nous voyons à l'extérieur sortir un des androïdes. Alors il se trouve que c'est Fassbender dans les deux cas, donc voilà, on peut se douter de par les vêtements que c'est Walter. Mais il semblerait que du fait de cette ellipse, que tout le monde, de ce que j'ai compris sur internet, ait compris que c'était David et pas Walter, sauf moi. Moi j'ai eu un doute. J'ai eu un doute sur l'identité de cet androïde, parce que nous voyons bien, et Ridley Scott nous l'appuie quand même, que David sème le doute dans les convictions de Walter. Non seulement en essayant d'être son semblable, par un jeu de miroir et un jeu dans une séquence d'ailleurs qui est hallucinante, je vous en parlerai un peu après, mais on voit que David veut essayer de rallier Walter à sa cause, de rallier en termes d'idées, n'est-ce pas, pour qu'il soit un peu son bras droit, clairement. Et on voit après, en fait, cette séquence de la plateforme où il y a beaucoup de choses qui s'emballent, que Walter hésite un petit peu certaines fois à faire les choses qu'il faut pour coincer l'alien. On sent qu'il y a une légère hésitation quant à aider les passagers restants. Donc moi je me suis dit assez naïvement que Walter avait eu un doute semé par David sur la poursuite
de la mission du Covenant. Il a le doute et il va peut-être s'en prendre à Daniels et à Tennessee qui sont restés les deux derniers membres de l'équipage. Mais c'est là qu'à la fin, le film il me surprend. Il me surprend dans un champ contre champ tout banal et tout d'un coup on révèle que c'est David. Alors moi j'en suis désolé pour ceux qui ont capté tout de suite, ça veut dire qu'encore une fois vous êtes trop rodés, le film n'est peut-être pas pour vous. Moi j'ai été assez naïf parce qu'il y a beaucoup d'action dans ce moment et on sent qu'il y a une ellipse bien sûr entre le passage où il y a les deux androïdes qui se battent et le passage où il y a la scène du transporteur. Mais dans cet interstice, je me suis jamais posé la question, ça va être l'un ou l'autre qui va gagner tout ça. Donc quand je voyais l'androïde sortir avec les vêtements de Walter, pour moi c'était Walter. Et je me suis pas posé plus de questions parce que j'étais pris dans l'action, parce que j'étais dans le film. Donc un petit travail d'immersion, parce qu'à force, le film, je pense que là ça faisait 1h30 que j'étais devant, à un moment je suis rentré dedans, donc à un moment il faut aussi se poser la question, est-ce que le film n'est peut-être pas pour nous? Est-ce que quand on n'y arrive pas, après il faut pas venir, oh je connais la fin, oh là là c'est grillé tout ça, je l'ai grillé tout de suite, mais c'est peut-être là aussi où le film n'est vraiment pas fait pour vous et vous avez presque... J'ai envie de dire, c'est un peu méchant, mais de dire que c'est ridicule d'être déçu, parce que le film est pas assez intelligent pour vous, on peut le dire comme ça vous vous sentez flatté peut-être quand je dis ça, mais non, c'est ça le problème. Vous êtes trop intelligent pour être berné, donc c'est comme regarder un Fast and Furious en fait. Moi, là, j'ai eu un moment où j'étais complètement dans le film et je me suis pas posé la question, je n'ai pas eu de recul. Il s'agit juste d'avoir du recul, parce que la fluidité, le son, m'a fait complètement emporter dans le film et je n'ai pas eu ce bref instant où j'ai remis en cause l'identité de l'androïde. Et ça, je remercie finalement Ridley Scott d'avoir fait une mise en scène suffisamment prenante pour ne pas me laisser le temps. Bien sûr, avoir le doute, mais c'est ça qui est fascinant, c'est avoir le doute, mais ne pas avoir la réponse claire. Et tout d'un coup, être happé par la révélation finale. Et ça, ça va en fonction des individus. Il y a des individus qui le calent tout de suite, parce qu'ils calent bien sûr d'autres types de récits avec des scénarios semblables, en espérant qu'ils aient raison, et souvent ils ont raison. Et d'autres qui sont beaucoup plus crédules. Et ce sont finalement ces gens crédules qui passent une bonne séance, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est finalement passer un bon moment, passer une bonne séance, avoir des frissons et des choses comme ça. Bien sûr, quelqu'un qui n'a pas vu de film, il va avoir des frissons tout le temps, il va trouver que c'est le meilleur film de la Terre, comme on pourrait avoir par exemple des enfants qui regardent leurs films, leurs grands films, leurs grands blockbusters pour la première fois, et nous qui sommes complètement blasés à côté. Donc il faut aussi se dire qu'il y a une expérience qui varie énormément d'un individu à un autre, et c'est ce qui fait aussi la saveur de voir tant de tiraillements autour d'un film. Et à ce moment-là, moi je dois bien vous avouer que j'étais vraiment dans le film et ça, je veux dire, c'est un exemple, j'appuie dessus, là ça fait 10 minutes que j'en parle, mais c'est quelque chose de très important parce que ça amène après à des incompréhensions de certaines personnes par rapport à des adorations de certains films. Il y a quelqu'un qui a bien pleuré devant Lucie, ça reste incompréhensible, mais cette personne a été touchée, parce que cette personne a été crédule, parce que cette personne tout d'un coup a été emportée par le délire visuel et sonore de Luc Besson. Donc il faut aussi se mettre un peu à la place de ces gens qui à un moment sont vraiment dans le film, alors que nous on est à côté, on est complètement blasés, mais il faut pas les emporter dans notre ennui en fait. Il faut aussi les laisser rêver, il faut aussi les laisser s'émerveiller, et c'est ça aussi qui est très beau avec le cinéma. Chacun a sa propre expérience, et je peux vous dire que la fin j'ai tellement kiffé, parce que étant donné que je ne savais pas, la révélation est devenue complètement... je me sentais berné, mais c'est génial. Et en même temps, la fin elle est ultime quoi. Elle est ultime, elle fait froid dans le dos. Moi je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que ça fout les jetons ce truc. Parce que imaginez, le David qui est maintenant tout seul dans le vaisseau, il peut faire n'importe quoi. Voilà, moi j'étais très content de la fin. Aussi un autre élément, c'est la créature. Alors on parle de la créature, l'alien, il y a aussi d'autres aliens, il y a le néomorphe, je crois qu'ils appellent ça comme ça, qui est une espèce d'alien tout blanc, très lisse. Donc voilà un autre design, mais ce que nous voyons ici, c'est que la créature n'est plus morcelée. Il y avait un mystère dans les premiers films, on ne les montre jamais en entier. Bon, pas oublier qu'on les montre pas en entier parce que c'était des costumes qui étaient relativement cheap.
hein. Dans le deuxième, on est déjà un petit peu plus à l'aise avec la créature, mais ça reste aussi des créatures qui ont un petit peu mal vieilli. Vous voyez la reine alien, ok c'est sympa, mais quand vous les voyez dans des plans généraux, on voit bien que c'est de l'animatronique et que le film nous cadre systématiquement les aliens et les humains à part, pour bien montrer que en termes de production, on ne peut pas faire cohabiter et donner une même réalité d'un humain qui est organiquement présent et d'un alien qui est finalement de la mécanique ou des fois un acteur dans un costume et ça se voit. Donc ça c'est un problème, la créature est quand même pas assez humanoïde pour qu'on y croie. Donc ça pose quand même un petit problème au niveau de la croyance de la créature au bout d'un certain stade. C'est pour ça qu'après on est passé sur des aliens qui sont en 3D, qui permettent beaucoup plus de travail en fait sur sa représentation en entier. Autant je trouve que, et je l'avais revu pour le coup, Aliens, il y a quelques plans qui sont vraiment impressionnants où les aliens sont quasi côte à côte avec les humains, mais ils sont extrêmement rares dans l'intégralité du film. Souvent, ce sont des plans qui sont à part, des plans d'ailleurs qui sont repris plusieurs fois dans le film, parce que les mecs, ils n'avaient pas de budget. Donc on sent que quand la 3D a commencé à faire son petit bonhomme de chemin, eh bien, il y a eu un déballage de représentation de l'alien. L'alien n'est plus morcelé, il est représenté dans son entièreté, dans sa physicalité. Je ne sais pas si ça existe ce mot, mais c'est vraiment le cas. L'alien se dévoile au fur et à mesure des épisodes. Alien Covenant est dans la pure tradition de ce dévoilement. L'alien quand même apparaît en pleine journée. Et c'est là où le son prend le relais. Parce qu'aujourd'hui on a quand même des sons et un son design qui est assez poussé. Le son prend le relais en le montrant comme très très agressif. Et ça permet bien sûr des mouvements spectaculaires puisque l'alien est maintenant en 3D. Avec des textures, travail de lumière, voilà, maintenant il y a une grosse dynamique autour de ces effets spéciaux, donc du coup, on le montre beaucoup plus, il ferait peut-être moins peur, mais dans ce cas-là, il doit beaucoup plus jouer sur l'agressivité pour montrer la menace qu'il représente. Je suis pas d'accord quand on parle de démystifier la créature, que le film démystifie la créature en la rendant trop visible. Je dois quand même vous avouer, vous n'êtes pas sans savoir que ça fait depuis Alien qu'on a du merchandising autour de la créature. Des Alien 3 sur des paquets de miel Pops. Je me rappelle qu'à l'époque, il y avait un truc comme ça. Donc, je suis pas sûr que c'était Alien 3, mais il y avait un des aliens. Ah, c'était peut-être Insurrection. C'était peut-être Insurrection qui était sur des boîtes de céréales. Alors, ouais, si vous me parlez, osez me parler de oui, Alien Covenant démystifie la créature. Et la créature, on l'a vue sous tous les angles pendant des années, des dizaines d'années, et maintenant vous vous plaignez qu'il la montre en pleine lumière. Alors là, vous voyez qu'il y a quand même de la mauvaise foi de la part des gens. Démystifier sa légende, et encore j'en ai déjà parlé un petit peu avant, c'est contestable, parce que Ridley Scott il fait ce qu'il veut, mais en plus démystifier le look mystérieux, non, c'est ridicule. Au contraire, c'est plutôt intéressant de cette fois-ci le montrer clairement comme une menace représentée dans son entièreté. C'est comme Predator 1 et Predator 2. Dans Predator 1, il est montré au compte-gouttes via des fragments. Il est fragmenté, le Predator, dans le premier. Et puis dans le deuxième, on sait très bien à quoi ressemble le Predator. Et on connaît très bien sa dangerosité, sa menace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment bien le montrer. Et le spectateur va avoir encore plus peur parce qu'il connaît son pouvoir. Donc je pense qu'ici, même si je trouve que c'est mal fait, qu'on n'en puisse pas le maximum, le Ridley Scott va dans cette voie-là. On connaît l'alien, donc on va nous le montrer très rapidement sur le terrain et montrer à quel point il est dangereux. Parce que entre nous, maintenant, aujourd'hui en 2017, l'alien n'est plus un étranger. L'alien est une créature familière. C'est un familier, puisque dans le film, David prend même le temps d'essayer d'en adopter un, de communiquer avec un des aliens, avec un des néomorphes plus précisément.
On a beau le démystifier, il n'en demeure pas moins dangereux. J'ai beau connaître tout ce qu'il faut savoir sur un lion, je n'ai quand même pas envie d'en rencontrer un et d'être face à lui. Je ne suis pas aveugle vis-à-vis de ce film. Je ne suis pas, quand je fais cette vidéo, dans une optique de compétition, c'est-à-dire vous challenger, vous, à essayer de trouver des failles dans mon argumentaire, ou de jouer sur le bon goût, ou encore de suivre un mouvement, ou de trouver une nouvelle façon de parler du film. Je porte sur le monde un regard sans haine. Ça, c'est une citation de Princesse Mononoke. Ça, je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent concernant un film. Mais je peux être mécontent, hein. Mais je crois que c'est ce envers quoi on devrait tendre, nous, les critiques amateurs sur le web. On devrait laisser notre haine de spectateur, une partie de notre subjectivité, ou dans ce cas-là, elle nous servirait d'élément pour observer les choses et après les remettre en question, parce que autrement faire une vidéo juste pour cracher sur des films, c'est très vain, et c'est surtout très vain sur l'instant. Ça peut défouler, mais on sait très bien que dans 1 ou 2 ans, c'est une vidéo qui ne vaudra pas grand-chose. Donc il faut aussi se dire, mais quand je fais une vidéo sur un film, quelle trace j'en laisse, et est-ce que cette trace sera intéressante bien plus tard? J'essaie de me poser toutes ces questions et de vous les livrer aussi. C'est pour ça, et j'en suis désolé que mes vidéos soient aussi longues, mais j'aime bien essayer de remonter un petit peu jusqu'à l'origine des problèmes et éventuellement de mes problèmes de réception en tant que spectateur. Je vais continuer avec l'autre élément qui a beaucoup gêné les gens, ce sont les personnages qui semblent creux, mais quand on voit que l'humanité est mise au second plan après avoir vu le film, on peut peut-être relativiser les premières impressions que nous avons eues quand tous ces personnages meurent les uns après les autres, dont le premier meurt d'une façon absolument incroyable, c'est James Franco, qui est quand même un nom un petit peu connu, et il meurt très vite dans un espèce d'incident au début du film. Souvent on a, et dans les aliens c'est assez récurrent, des réveils dans des vaisseaux après une hibernation, cris au sommeil, ou vous voyez des choses comme ça, et tout d'un coup là ce n'est pas du tout un réveil normal, c'est un réveil extrêmement agressif, puisque le vaisseau rencontre une éruption stellaire, je crois, ou une éruption solaire, enfin quelque chose de ce type là, et du coup il est complètement retourné, il est à moitié brisé le vaisseau. Il y a eu vraiment beaucoup de problèmes, et du coup il y a des gens qui se réveillent en panique alors que le vaisseau, il y a des alertes et des lumières rouges de tous les côtés, et ça fout un flip. Alors tu te dis dès le début, ah oui, en fait les mecs ils vont vraiment pas passer un bon voyage, et c'est peut-être aussi pour ça, là je reviens sur une critique qui a souvent été faite, que les gars ils ont peut-être pas envie de se rendormir, surtout après avoir vu un de leurs copains dormant dans son cercueil et brûlant de l'intérieur. Donc ça c'est des images complètement d'effroi, c'est difficile de se projeter puisque c'est de la science-fiction encore une fois, mais si on fait un petit effort, je n'ai absolument pas envie de me remettre ancré au sommeil avec tous les problèmes qu'il y a sur le vaisseau, hein. Donc vaut mieux être, on va dire, conscient et essayer de régler les choses en tant que technicien, en tant que membre d'équipage, que de replonger dans le sommeil et attendre la prochaine éruption stellaire pour se faire de nouveau laminer la gueule. Donc et dans un sens, je peux comprendre ces membres d'équipage qui n'ont pas voulu revenir dans leur sommeil. Je veux dire, cette mort de James Franco met le ton dès le début et presque marque le coup. Le genre humain n'est pas important, parce que c'est une figure connue, James Franco. On reconnaît son visage. Il est mort dès le début du film. À quoi vous vous attendiez après, en fait? Non, mais là aussi, il faut se questionner un petit peu. Faire mourir un acteur reconnaissable dès les 5 premières minutes du film, c'est encore plus culotté que Psychose, là. Donc ça veut dire quelque chose. Mais si vous ne vous posez pas la question, alors oui, bien sûr, après vous allez dire, oui, ils meurent tous comme des débiles et tout ça et tout ça. Non, le geste là est en train de nous vendre la mèche. Et on devrait aller dans la direction de cette mort, c'est-à-dire savoir que de toute façon l'humanité est condamnés et qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Le plus fascinant, en fait, c'est là où on peut prendre du plaisir, de spectacle, c'est de savoir comment ils meurent. Mais je trouve que cette tête de casting qui meurt dès le début, c'est un coup de génie. Ah oui, là, génie, alors que moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Ah bah oui, c'est ton problème, hein. Spectateur mécontent, moi j'ai passé une bonne séance comparé à toi.
Non, mais il faut dire aussi ce qui est, là, j'ai l'impression de peut-être d'être un peu méprisant envers certaines personnes qui regarderont probablement la vidéo, peut-être pas jusqu'à cette durée-ci, mais peut-être que il y a des vaillants qui sont en train de regarder la vidéo jusqu'au bout, mais il faut bien se poser quand même quelques questions, c'est un acte délibéré, là, c'est très clairement fait pour, c'est là pour créer un effet. Il faut se questionner sur le pourquoi de cet effet. Les gens ne se questionnent pas. Donc bien sûr, après, il y a des réceptions pourries de films. Et ça, on devrait faire un travail sur ses sentiments, sur notre réception à chaque film, mais on ne le fait pas parce que c'est trop pénible. Et voilà, et après, on a des films qui se tapent des notes de merde parce que les gens ne font pas un travail de réflexion sur leur propre ressenti. Après avoir vu la salle, discuter avec les autres, et surtout discuter avec d'autres qui n'ont pas le même point de vue, pour voir un petit peu où il y a des litiges, et si c'est peut-être une mauvaise réception ou que justement la personne n'est pas sensible ou tout ça. Donc je trouve que en fait Covenant est une espèce d'expérimentation envers le spectateur. Moi je l'ai ressenti comme ça et ce n'est pas une expérience qui valorise de bons sentiments. L'humanité mise de côté, eh bien, c'est plutôt vers les créatures synthétiques que nous allons nous tourner, vers le parcours d'un personnage robotique. Non seulement on ne savait pas que le perso David serait important, alors ça c'est le plus gros twist on va dire du film, mais en plus que ce serait le méchant. Alors ça moi j'ai trouvé excellent, mais on nous le dit dès le début de Prometheus, puisqu'il s'agit du premier personnage que nous voyons, et ici aussi, on a sa vision à lui, et on commence avec un gros plan sur un œil de David, et après un dialogue avec son créateur, avec Monsieur Weyland, pour placer déjà les enjeux, on va dire philosophiques du film, sur la relation de créateur à créature, sur son émancipation, le choix qu'il peut faire, de créer ou non, ou de créer d'une certaine façon. Avec cette première scène d'introduction, on montre que la divinité, Dieu, et la technique de la création sera au cœur de cette nouvelle saga. Toute race, qu'elle soit biologique ou mécanique, a le droit de créer. Et on va avoir toute cette déclinaison en fait génétique de l'alien dans le film. Cette création, cette expérimentation. Et par cela, David souhaite bien changer le monde. Il veut communiquer avec les aliens également. Donc il est un peu une figure... pas peut-être messianique, mais certainement qui emprunte aux icônes religieuses. Il est Judas, puisqu'il trahit. Il trahit sa condition, il trahit ses semblables, mais il est aussi Dieu. Et là, ça amène vraiment à des choses assez puissantes, puisqu'il est Dieu, il détruit les humains, il détruit aussi ceux qui l'ont engendré. La créature se retourne contre les Uber-créateurs, c'est-à-dire les créateurs de ses créateurs. Ils se sont supérieurs et décident de créer sa propre race, sa propre espèce, l'alien. Pour terminer aussi sur l'idée de divinité vis-à-vis de David, c'est plus symbolique qu'autre chose. Quand on voit la scène, ça n'a aucun sens, mais c'est symbolique et je comprends bien que ça fonctionne comme ça. On avait dans sa vidéo le fossoyeur de film qui disait que le capitaine du vaisseau suit David sans rien dire alors qu'il l'a vu en train de communiquer avec un alien juste avant et se penche devant l'œuf comme ça, presque comme hypnotisé par les dires de David. Eh bien, il se trouve que ce capitaine de vaisseau, c'est quelqu'un qui a la foi, qui croit en quelque chose, et David est considéré dans le film comme un dieu. Donc c'est bien normal que le capitaine du vaisseau, symboliquement, suit et la foi croit dans les dires de David, quoi qu'il se passe devant lui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne l'a pas tué, parce que c'est une créature trop faible pour affronter Dieu, pour tirer sur Dieu. Donc Dieu attire sa créature, ce capitaine, par sa croyance. Par sa croyance, il ne va pas tuer Dieu. Quand on sait ça, quand on a cette petite piste, quand on a bien identifié que David est Dieu, il est impensable que le capitaine lui tire dessus, ou lui fasse quoi que ce soit qui puisse le mettre en rogne en fait. Donc oh, c'est génial comme idée, mais sauf que ça c'est invisible, ça s'efface dans la mise en scène, c'est pas du tout mis en avant, et c'est peut-être ça qui est génial, c'est que c'est invisible. Mais dans le scénario c'est assez clair, quand on a ces pistes là, c'est clair comme de l'eau de roche.
Donc franchement, faut juste pousser un peu la réflexion plus loin, monsieur le Fossoyeur, François Terrel, n'est-ce pas? Non mais, peut-être que je m'imagine des trucs de fou. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence. Le mec qui fait des films depuis des dizaines d'années, et là tout d'un coup il nous foutrait un film absolument affreux, abominable. Non, 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 non. Il y a eu un travail quand même. Il faut juste trouver les portes d'entrée. Je parle souvent de portes d'entrée. J'en avais parlé par exemple pour Ghost in the Shell. Avec mon ami Alexandre, eh bien, je pense que dans ce film-là, il y a aussi des portes d'entrée, mais qui sont camouflées, il faut un petit peu chercher. Ça n'exclut pas des problèmes de logique, les boucles d'action, comme je vous ai dit, mais il y a pas mal de scènes qui prennent une saveur un peu plus délicate. Notre dieu David veut couper l'herbe sous le pied de la création. Il veut détruire ses racines. Il va détruire la ville des créateurs. Alors on a un flashback. Ce flashback il m'a beaucoup gêné parce que je l'aurais peut-être souhaité dans une séquence à part. Mais ici c'est inséré dans la fiction un petit peu forcé. C'est un flashback dans lequel nous voyons le vaisseau alien arriver sur la planète. Et on a tous les ingénieurs qui sont sur la place principale de la cité et qui regardent en l'air et David déverse tout le liquide noir qui s'évapore dans l'air pour former une espèce de nappe, de nuages qui fond comme ça sur les ingénieurs. Ça donne une scène d'apocalypse assez jouissive à regarder. Ça fait bien sûr penser, ça les critiques l'ont bien mentionné, à Pompéi avec bien sûr les ingénieurs qui se fichent dans une espèce d'enveloppe noire, donc ça donne quelque chose d'assez graphique. Le geste de David est assez énorme. C'est en même temps logique parce que de ce qu'on a compris dans Prometheus, le geste de l'ingénieur, du seul ingénieur, était d'arracher la tête de David et de frapper le créateur de David avec la tête de l'androïde. Donc ça veut clairement dire que l'ingénieur s'est senti extrêmement peut-être vexé, offensé de voir que les humains ont créé une forme plus évoluée qu'eux-mêmes. Donc je pense que par cela il s'est dit que les humains ont peut-être atteint un stade où il faudrait peut-être s'occuper un petit peu d'eux, de leur cas, et c'est pour ça que l'alien, seul d'une décision individuelle, a mis en marche le vaisseau. C'était peut-être encore une fois un alien dissident, on n'en sait rien, puisque nous pouvons voir très clairement que ces aliens-là sont beaucoup plus grands et beaucoup plus bleu que les aliens que nous avons dans la cité. Donc c'est peut-être une race militaire. Nous ne savons pas plus que cela. Encore une fois, il n'y a pas de réponse à toutes nos questions, mais en même temps, c'est pas mal non plus. Ça nous permet de créer des hypothèses. Mais ce qui est bien certain, c'est que l'alien en a voulu particulièrement à David. Ce n'était pas gratuit ce geste-là. Et je pense que David, par ce geste, s'est dit qu'il fallait peut-être aussi y remédier du coup aux ingénieurs, casser ces arrogants aliens qui se sont crus plus forts que lui au final. Et en attaquant directement leur cité, il s'est senti le dieu ultime. Donc il y a quelque chose d'assez grisant et il découvre du coup le narcissisme, quoi, l'égoïsme en quelque sorte. Et c'est du coup une œuvre d'une très très grande cruauté, je trouve, Alien Covenant, sur la recherche de la créature parfaite, la recherche du créateur parfait, qui passe par une phase d'expérimentation, hein. Là aussi, j'ai trouvé que le film était vachement bien parce que pendant tout le film, on a le David, mais on n'a aucune trace de Elizabeth Shaw. Alors je me suis dit, ils vont nous le montrer dans un sarcophage, dans le vaisseau alien. Non, rien. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est le drame. Parce que non seulement David l'a mis en hypersommeil avant d'aller attaquer la ville des ingénieurs, donc Elizabeth Shaw l'avait réparé, on voit ça dans le prologue, l'avait réparé, voilà, et c'est pour ça qu'il dit oui, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi aimant, tout ça, et on sent qu'il est touché par le geste d'Elizabeth, mais en même temps c'est un gros salaud le David, parce qu'il la met en cryostase exprès pour ne pas avoir sa moralité arriver au galop, bien sûr, à Elizabeth qui est une croyante en plus, donc voilà, pendant qu'il attaque la cité. Donc là déjà tu te dis putain c'est un immense salaud, le film est assez génial de nous montrer un truc pareil, mais en plus, et c'est là que moi j'ai vu l'image, moi j'étais choqué, c'est qu'il a complètement disséqué Elizabeth Shaw pour créer ses aliens, et c'est horrible.
C'est horrible, mais c'est génial. Et on a un plan, on a un espèce de travelling avant où il y a un mec qui rentre dans une pièce, je sais plus qui c'était, mais il rentre dans la pièce et on voit le corps d'Elizabeth Shaw ouvert de tous les côtés avec le corps et la tête qui est complètement livide. C'est une image à glacer le sang. Et je pense que quand Ridley Scott disait que oui, ce film va vous faire peur et des trucs comme ça, je pense qu'il voulait dire d'une façon assez basique, oui, vous allez avoir de la tension avec les aliens et tout ça, mais moi je l'ai senti du coup cette expression d'une autre façon, parce qu'avec des images comme ça, et le destin qui est donné au personnage, ça fait froid dans le dos et ça fait peur, parce que franchement, s'il est à ce niveau-là dans ce film-là, et c'est en crescendo en plus avec Prometheus, je ne sais pas ce qu'il va nous faire dans le prochain, ça risque d'être une boucherie. Donc moi je trouve que c'est vraiment très fort. C'est presque par amour qu'il a fait ça en fait à Elizabeth Shaw. C'est-à-dire que par amour, il a décidé d'utiliser le corps d'Elizabeth Shaw pour l'amener à créer un être supérieur qui va même au-delà de la conception de vie, puisque là ce sera vraiment une vie artificielle. Il y a quelque chose d'assez transcendantal en fait ce qui est arrivé à Elizabeth Shaw, puisqu'il a dû se servir d'organes sûrement de la femme et peut-être aussi des organes des ingénieurs pour le coup, pour créer sa bête immonde. Donc il y a vraiment quelque chose d'assez saisissant et d'assez tragique dans le rôle, le dernier rôle d'Elizabeth Shaw dans l'affaire, mais c'est vraiment... Enfin, je trouve que pour un blockbuster, nous faire des thèmes aussi noirs, c'est vraiment ouf. Et du coup, la créature, que ce soit le néomorphe d'une certaine façon, le xénomorphe, l'œuf, le facehugger, c'est envisagé comme un objet artistique de la part de David, avec des croquis, des tests, des esquisses, des expérimentations, des dessins, des schémas pour créer l'objet parfait, l'objet artistique parfait. C'est comme ce qu'on fait dans les ateliers pour les effets spéciaux, on crée des modèles 3D des personnages, on essaye de regarder les textures, comment il peut bouger, et ben là c'est la même chose. On le voit à un moment, on entre dans une pièce et on voit un ingénieur qui est disséqué, qui est épluché, c'est horrible à voir, mais en même temps, faut bien commencer quelque part. Ce que fait Ridley Scott ici, c'est créer une mythologie qui ne se pense pas, on va dire, pour l'homme, et par l'homme du coup. C'est pensé par un droïde, donc quelque chose qui est beaucoup plus froid, qui est beaucoup plus fonctionnel. Et justement, c'est là aussi que c'est fascinant, c'est que même en étant fonctionnel, avec des dessins précis, il y a une sensibilité qu'on voit de David à créer toutes ces choses-là. L'horreur, du coup, est une création purement humaine. Pour lui, c'est logique de faire ça et ça amène à quelque chose de merveilleux, de jouissif. Mais pour nous, humains, nous voyons ça avec horreur. Et c'est là qu'il y a une espèce de dichotomie en fait dans le récit entre vraiment ce qu'on peut voir comme un processus fascinant, esthétique, beau, et en même temps d'une froideur industrielle, et ce que ressentent les humains avec tout ce qu'il y a de plus basique dans le récit. Rien que par exemple la scène de l'ouverture du Chased Buster ou un truc comme ça, je crois, quand la personne du capitaine s'est fait avoir par le facehugger, il y a l'alien qui sort comme ça du ventre, et bien c'est mis en scène d'une façon très poétique, avec une belle lumière comme ça qui tape sur le corps en fond, qui met en valeur la créature, et bien sûr la créature, bien sûr après il y a tout un aspect un peu divin avec la créature qui imite son dieu. C'est assez affolant en fait de voir une telle emprise de David sur la créature. Après ça peut donner un côté un peu ridicule, je pense en partie parce que l'alien est virtuel. Je reviendrai sur ce détail là, mais je trouve que la scène est pour le coup assez cohérente. Il y avait peut-être une meilleure façon de la filmer, mais l'idée est tout à fait cohérente avec ce que le film veut véhiculer. David est l'artisan de l'horreur humaine. Comme le disait Écran Large dans sa critique, une machine de mort impitoyable lancée sur une galerie de personnages sacrificiels. Donc on bloque un petit peu sur les humains, mais cette franchise qu'est en train de créer Ridley Scott ne semble pas vraiment tourner vers eux. C'est de la chair à canon. L'initié ne devrait pas s'attacher à eux. Ce sont des colons, des gens assez stupides, qui sont pourtant responsables, avec ce navigateur qui veut entrer dans l'atmosphère alors qu'il est quand même responsable de 2000 colons. Vous voyez un peu le genre. On souhaiterait toujours voir des humains plus intelligents, des humains plus développés,
Nous ne sommes pas aussi dans une logique où Ridley Scott en a quelque chose à faire de ses personnages. Au moment même où vous voyez James Franco mourir dès le début comme un chien dans son petit sarcophage, vous pouvez bien vous douter de ce qui va se passer par la suite. Ils ne sont qu'un prétexte pour montrer des morts spectaculaires. Et c'est, encore une fois, comme je vous le disais, le comment qui est fascinant à regarder. Ce qui renforce, du coup, le côté implacable des créatures dangereuses. Le seul colon qui a un tant soit peu de présence, et surtout auquel on peut s'identifier, eh bien c'est le personnage joué par Catherine Waterstone, qui est le personnage de Daniels, Danny. C'est une copie de Ripley, une Ripley-like, c'est peut-être pour ça que nous suivons facilement cette personne, mais... Finalement, quand vous regardez d'un peu plus près, c'est une Ripley-like uniquement en apparence, hein, avec un t-shirt qui semble être un petit peu celui de Ripley, sa position dans le vaisseau avec son mécontentement vis-à-vis du capitaine que nous pouvons retrouver dans Alien le 8e passager. Mais quand vous faites un peu plus attention, ça n'a pas grand-chose à voir. Hein. Ses cheveux, on n'a absolument pas la même coupe de cheveux que Sigourney Weaver dans le premier Alien. On a aussi quelqu'un de beaucoup plus apeuré, de quelqu'un qui a beaucoup moins confiance en elle en fait par rapport à Ripley dans le film, qui est assez vindicative, aussi bien dans le premier que dans le deuxième d'ailleurs. Donc plus vous creusez un petit peu ce personnage de Daniels, plus vous voyez en fait que ça a pas grand chose à voir avec Ripley, uniquement dans l'apparence, dans certains screenshots qui sont vendus en promotion, parce qu'il faut faire la promotion, donc il faut rappeler par le lien du passé, n'est-ce pas, aux spectateurs qu'il faut aller voir Alien Covenant. Mais au-delà de ça, quand vous regardez le film, finalement c'est très très ténu le lien que nous pouvons faire entre Ripley et Daniels. Pour terminer, je reviendrai encore une fois sur David. David donc va rencontrer Walter, et ces deux-là, eh bien, ce sont des androïdes qui ne sont pas exactement les mêmes versions. Celui de David a bien sûr été peaufiné par Weyland et a une capacité, une intelligence supérieure. Et il y a une scène où David va apprendre à Walter à créer, tout simplement, mais par la technique, non pas par un mysticisme, une croyance ou des choses comme ça. Non, 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 c'est comme dans Prometheus, on crée la vie par la technique, par un fluide qu'on va soigneusement placer à un endroit pour que ça crée quelque chose. Ici, ce que fait David, c'est précisément, et on insiste bien dans la séquence, placer les doigts d'une certaine façon pour créer quelque chose. Créer, et c'est le but de cette séquence. Bien sûr, dans un espèce de chant contre chant assez génial, puisqu'il s'agit quand même du même acteur, donc il y a un jeu bien sûr de morphing, tout ça, dans un plan séquence qui alterne comme ça dans un panoramique. C'est assez, propre et élégant comme façon de mettre en scène. C'est un apprentissage de la flûte. Flûte, encore une fois, qui sert dans le grand vaisseau des aliens à faire la navigation. Je crois même à activer le vaisseau. Donc ce n'est pas juste utiliser la flûte comme ça, c'est aussi dans une logique de peut-être reprendre les commandes du grand vaisseau. Par là, je trouve que David essaye de se trouver un nouvel allié. Quelqu'un qui peut corrompre, qui n'a pas de foi, qui n'a pas de croyance, puisqu'il s'agit d'un robot. Donc il essaye vraiment de se trouver un allié, un bras droit, voire même un successeur, on ne sait pas. Non seulement Fassbender joue différemment les deux robots, on le sent dans la voix et dans le regard, c'est vraiment différent, mais en plus, on a ce héros négatif et ce héros positif de Walter, il est toujours bien perçu, Walter, qui sont en train de se regarder et de jouer de la flûte. Et bien sûr, la flûte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le pénis, bien sûr, référence sexuelle. Et oui, et en plus, quand vous voyez après que Walter se fait dézinguer par David, on a un plan où il est comme ça complètement recroquevillé, et il y a une espèce de bave blanche qui est bien sûr un peu le liquide qui fait fonctionner les androïdes, comme ça, qui sort de sa bouche parce que David il a éjaculé en Walter. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise autrement? Oui, bah c'est ça, il a éjaculé dans la bouche là, c'est dégueulasse, mais c'est ça, c'est sexuel.
hein. Vous vous disiez, il n'y a rien de sexuel dans Alien, alors qu'Alien, la base, c'est le sexe avec Ripley qui se fait violer par H et tout ça. Bah là, vous avez une référence sexuelle. Alors arrêtez de faire chier. Non mais oui, c'est ça. Mais moi, je trouvais ça cool. Alors pour le coup, quand j'ai vu la scène, j'ai rien compris. Hein. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc de flûte? Mais quand on se pose quelques questions, on se dit, ah, la scène, elle est bien, elle est intéressante, elle veut dire quelque chose. Parce que Ridley Scott fait vraiment une vraie pause dans sa narration pour nous présenter cette scène. Donc c'est une confrontation qui, pour lui, est importante. Alors c'est pas peut-être la confrontation qu'on aurait souhaité, une discussion philosophique, peut-être qu'on aurait souhaité ça, mais ce n'est pas le cas. Et comme je vous l'avais dit, c'est rarissime à Hollywood d'avoir un héros négatif à ce point-là. Hein. La négativité du héros explose dans la dernière séquence. Comme je vous le disais, moi j'ai été bluffé que David, en fait, il est encore vivant et il est dans le vaisseau. C'est-à-dire que le David, là, c'est devenu, au sein du vaisseau, l'alien, l'étranger, le passager clandestin à la fin du film. Et le problème, c'est que c'est le seul passager vivant. Et ça, c'est terrifiant. Et puis, n'oubliez pas que c'est quand même un produit de la Wayland. Mais comparé aux autres androïdes de la Wayland qui travaillent pour la compagnie, David ne travaille que pour lui. C'est comme dans Blade Runner au final. Donc il y a un petit lien qu'on peut faire assez facilement avec Blade Runner, c'est que cet androïde, comme ceux dans Blade Runner, n'ont que, comment dire, d'objectifs que leur satisfaction personnelle. Donc il y a quelque chose d'assez fascinant avec cette fin, je trouve. Quand voilà, il crache les embryons de Facehugger, là on voit en fait qu'il va s'en servir dans un prochain volet et ça soulève toute l'horreur de la situation. Après, il recrache les embryons, on se dit mais alors comment la reine peut exister, la reine des aliens peut exister. Je crois que Ridley Scott n'a jamais dit qu'il allait créer un pont avec Aliens. Il a dit qu'il créerait un pont avec Alien, le 8e passager. À partir de là, tout ce qui se passe après Alien, le 8e passager, je crois que c'est pas son affaire. Hein. C'est bien pour ça qu'il a eu quelques déboires avec Neil Blomkamp et que finalement Alien 5 ne va pas se faire, on va dire immédiatement. Et ça va peut-être se faire dans quelques années, mais pas tout de suite en tout cas. Donc voilà, la fin, je trouve, termine vraiment bien et sur une note qui est vraiment très étrange puisque on a voilà ce David comme ça qui avance avec la musique de Wagner dans une salle colossale avec les colons qui sont dans leur sarcophage et tout d'un coup il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et on a encore plus de sarcophages au fond et tu te dis oh, mais il va tout massacrer, il va faire des expériences de folie sur ce vaisseau. Enfin on peut vraiment imaginer le pire et après juste pour nous planter le dernier clou sur le cercueil, il y a David en voix off, hein, alors que le vaisseau part comme ça dans le noir de l'espace. C'est horrible, hein, c'est horrible. Il part dans le noir de l'espace et t'as David qui te sort oui, alors on a eu des petits problèmes. Alors le Tennessee machin et Daniels n'ont pas survécu, alors que c'était les seuls qui avaient survécu. Il se débarrasse des troubles faits, de ceux qui vont l'empêcher d'amener son entreprise à terme et va faire ces petites expérimentations, voire même peut-être quand ils seront arrivés à bon port sur la planète, il va se livrer à un espèce de jeu de massacre absolument ébouriffant. Là où on peut prendre un peu à revers tout cela, c'est que c'est peut-être pas le film le mieux mis en scène de Ridley Scott. C'est un jeu de massacre qui est montré avec froideur, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément embarqué émotionnellement. Ça vient, comme je vous le disais, du scénario, du traitement des personnages, mais ça vient aussi peut-être d'une mise en scène qui est un petit peu trop fonctionnelle. C'est une mise en scène qui se met pas en danger, c'est une mise en scène qui ne risque pas des choses ambitieuses dans la caméra, même s'il y a quelques plans qui sont impressionnants. C'est une caméra plutôt vive, assez portée, qui permet des fois qui permettent des fois des moments de panique avec la caméra comme ça qui est embarquée dans des moments de stress, mais ce sont aussi du coup des moments de stress qui sont très coupés, très assurés et des fois on a du mal à se repérer dans l'espace. Moi c'était le cas particulièrement dans la dernière scène d'action sur l'espèce de grand transporteur là qui est en train de voler. Moi j'ai perdu l'espace de cette scène là, c'est-à-dire que je ne savais plus où étaient les personnages et ça c'est handicapant parce que on ne sait plus où sont les personnages, donc on ne sait pas la distance en fait qui sépare Daniels de l'alien à l'extérieur. Ça peut court-circuiter le suspense, c'est-à-dire l'inquiétude qu'a le spectateur envers le personnage principal.
Et j'en suis désolé parce qu'on voit qu'il y a plein d'idées qui sont bien, mais c'est en même temps plein d'idées et tout et n'importe quoi. Des scènes de la douche au ralenti, what the fuck? La scène de la douche. Alors c'est un truc n'importe quoi cette scène-là. C'est une scène qui fait vraiment du pur slasher avec une espèce de musique rock machin, comme on a dans les slashers pour teenagers quoi. Et on a les deux qui sont en train de se prendre là, ouh c'est chaud. Et on a l'alien qui arrive derrière et qui commence à embrocher le mec. Et c'est fait dans un ralenti, j'ai pas compris pourquoi on avait ce ralenti là, alors que dans la bande-annonce c'est à vitesse normale, c'est assez sec, c'est plutôt une bonne chose, et là il y a un ralenti pour montrer que la scène est esthétique, et c'est vrai les plans au ralenti sont très beaux, mais en même temps en termes de rythme et de tension, ça coupe. En fait, c'est comme si vous étiez en train d'avoir un orgasme et tout d'un coup on dit stop, coq bloc, et hop, vous avez plus d'orgasme. C'est gênant parce que la tension, ça peut aussi être très fragilisé parce qu'un ralenti, c'est un effet qui est très très fort et c'est un effet qui ralentit aussi le rythme. Donc je trouve que cette scène a été court-circuitée par le ralenti. On a aussi des plans en vue subjective de l'alien pour faire un peu comme dans Alien 3. Il y a un peu cette sensation là parce qu'ils ferment des portes, ils ouvrent des portes, mais je pense pas que Ridley Scott voulait aller jusque là. Pour lui c'était peut-être une façon de fonctionner différemment, et je soupçonne même un changement de dernière minute parce que ce que nous pouvons observer, c'est que dans la bande-annonce, vers la fin d'un des trailers, on a un plan avec un alien comme ça qui court vers la caméra dans un couloir qui est rouge. Donc ça fout vachement la trouille ce plan-là. Mais ce plan-là, alors dites-moi si je me trompe, je ne l'ai pas vu dans le film. Ça veut dire qu'il y a eu peut-être des changements de dernière minute, de changement de plan. Alors je comprends pas pourquoi, parce que ce plan est vachement bien. Donc ils ont choisi un plan en vue subjective dans le vaisseau avec la caméra qui se balade un petit peu. L'effet n'est pas très beau. Dans un premier temps, on comprend pas ce que c'est. Donc ça c'est un peu handicapant aussi pour la séquence. Donc il y a peut-être eu des changements. Alors ça c'est fort possible. Et puis nous savons tous que Ridley Scott, il filme beaucoup plus qu'il ne monte. Donc souvent, ces films sont des petits films et les directeurs Scott, on se rend compte en fait que le film, il est censé faire 2h40 au lieu de 2h03. Vous voyez ce que je veux dire ? Le film souffre par ses idées de mise en scène. Allié à cela, des fois, des CGI qui ne sont pas forcément très bien faits. Je trouve que tout ce qui est de l'ordre des petites créatures en numérique, que ce soit l'alien qui sort du corps du capitaine, les petits néomorphes, c'est généralement pas très beau. Dès que je le voyais, je me disais c'est numérique, donc va avoir peur de ce genre de choses. Ça me pose un problème parce que d'un côté la créature, c'est pas mal parce que c'est quand même dans des plans qui bougent beaucoup. La créature est très vive, on voit bien que ce n'est pas du bidon par rapport à beaucoup de plans dans les précédents Aliens où on voyait bien que c'était quelque chose qui était présente sur le tournage mais qui sentait le fake à 3 km. Avec de l'expérience, on commence vraiment à le sentir sur beaucoup de plans, mais en même temps, il y a un côté tellement fake de la texture, mais c'est-à-dire que ce n'est pas assez réel pour être littéralement vraiment dans l'image avec le personnage principal. On a beau faire plein d'effets sur le tournage, ça ne suffit pas. Donc voilà, moi je trouve que c'est un petit peu faible pour les petites créatures, mais aussi pour créer des CGI qui ne servent à rien. On voit à un moment le spore qui est délivré par une espèce de petite plante, on ne sait pas, au sol, et le spore va dans l'oreille. Je pense qu'on aurait pu largement s'arrêter au spore qui rentre dans l'oreille, et après un plan plus large où on a le mec qui fait un mouvement où il y a un truc qui est rentré dans l'oreille. Et je pense que ça aurait créé la même chose en fait chez le spectateur. Pas besoin de nous faire un plan à l'intérieur de l'oreille où on a le spore qui rentre dans la peau. On a bien vu que le spore rentrait dans le corps, mais on voit à travers cette mise en scène que Scott s'efface. Il n'est pas là pour montrer au spectateur à quel point il s'amuse avec sa caméra comme le font certains autres. Ridley Scott se vante même presque du contraire. Il fait rapidement ses films maintenant. Un budget de 110 millions au lieu de 160, 74 jours de tournage au lieu d'une bonne centaine. Il est devenu, on va dire, assez corporate le Ridley. C'est-à-dire qu'il fait ses films en temps et en heure. Alors qu'au début, il paraît que c'était un mec qui se battait tout le temps contre les studios. Et aujourd'hui, je crois qu'il a plus envie de se faire chier, manque de bol, peut-être pour nous. Il attaque des films sur des sujets très prisés par des tranches de spectateurs, et les spectateurs
spectateurs lui en veulent de ne pas être aussi concerné par ce qu'il fait. Mais je pense qu'il l'est, hein, mais d'une certaine façon, d'une façon qui ne plaît pas aux spectateurs. Ridley Scott, c'est avant tout l'efficacité. On voit très bien que quand on l'écoute en interview, que c'est quelqu'un qui veut plus la scène efficace qu'une scène estampillée cinéma d'auteur. Il fait ses storyboards, ne l'oubliez pas quand même, donc il a une idée assez claire de ce qu'il veut. Il ne dit pas forcément ce qui va se passer aux acteurs pour créer de la surprise avec des effets sur le tournage. Du coup, ce qu'il en résulte, c'est un film qui est assez sombre aussi dans ses thématiques, mais aussi à l'image. Les couleurs ne pètent jamais, je crois que c'est bien parce que au vu du sujet, ce serait un peu bizarre que le film soit coloré. C'est un univers chromatiquement dépressif, au montage assez sec par moments, c'est très resserré, c'est gore, avec toutes sortes de morts allant du coup de queue dans la bouche au torse et au dos qui explosent. Même si on reconnaît tous ces moments cultes de la saga, on ne sera jamais impressionné et c'est bien dommage. Il y a beaucoup de plans de promotion qui ne sont pas dans le film, dont des plans d'action. Non seulement la scène du repas avec l'équipage, qui est quand même une scène qui dure longtemps, le prologue, dont on a eu un bout en forme de flashback, ça nous fait quand même un film, on sent, qui est un petit peu bricolé, où il y a eu des compromis, des choses, j'espère, qu'on retrouvera dans les bonus, puisque Ridley Scott est un grand amateur de bonus, puisqu'il nous fait à chaque fois des commentaires audio de ses films. C'est quelqu'un qui adore faire ça. C'est quelqu'un qui a toujours été pour les supports DVD, Blu-ray. C'est quelqu'un qui n'est pas avare du tout à ce niveau-là. Finalement, je crois que les gens ont des mauvais a priori sur Ridley Scott. C'est quelqu'un qui adore le cinéma. Après, il le fait d'une façon qui est la sienne. Il n'a pas à se calquer sur les attentes du spectateur. Et finalement, c'est ça ce qu'on pourrait dire un auteur. C'est quelqu'un qui suit sa logique, qui ne suit pas forcément la logique du public. La musique, quant à elle, mis à part reprendre un thème de Jerry Goldsmith qu'il muscle un petit peu, je trouve, dans l'orchestration, il y a beaucoup de musique à impulsion, avec des battements de cœur. Pour terminer, bien sûr, sur la musique de Wagner à la fin, ça fout le malaise. C'est une musique qui fout généralement le malaise, il n'y a pas grand-chose d'autre à retirer de cette musique, même si cette idée de battement de toutes sortes dans la musique, je l'ai trouvé plutôt intéressante, mais ça reste de la musique aux battements fonctionnels qui sont là pour créer de la tension, comme si l'image ne suffisait pas. Là, donc on sent une petite faiblesse du côté de la réalisation qu'ils ont essayé de pallier avec des sons, son design et musique, pour un résultat entre exploitation un petit peu mal foutue et œuvre pessimiste sur la création organique. C'est une vision sombre, et si le créateur de la vie n'était pas du tout bon, n'avait pas un bon fond, eh bien ça donnerait peut-être une sorte de David. L'univers est plus étendu, le propos est excellent. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bien, mais la mise en scène ne suit pas forcément le propos, elle est assez bancale, elle est assez standard. Ce qui lui donne, pour ma part, une note de 13,5 sur 20. C'est-à-dire un tout petit peu plus que Prometheus, parce que le propos est vraiment cool, mais la réelle ne suit pas forcément et ne crée pas beaucoup de suivi. Et c'est un petit peu dommage. On peut aimer la saga, je pense, et aimer ce film. Je vous dis que j'étais pas un grand fan des précédents films, mais ça veut pas dire que je les déteste et tout ça. Non, c'est juste que voilà, j'ai pas les DVD sur ma bibliothèque et je me fais pas les films régulièrement, mais j'ai pas une fixation, on va dire, sur la série. C'est finalement quasi la même note que j'ai donnée pour Prometheus aussi, mais ce n'est pas pour les mêmes raisons pour le coup. Après ce film, on va peut-être aller dans une autre direction encore, toujours à la recherche du lien entre Prometheus et Alien le 8e passager. Alors si le film marche, on aura encore une autre suite, et moi j'irai voir cette suite bien sûr. Et bien sûr, je dirais regarder en fin d'année Blade Runner, puisqu'on a des nouveaux films Blade Runner et Alien cette année. On voit bien que Ridley Scott est en lutte avec ses premiers films qui ont été durs à sortir pour lui, et là il est en train de revenir, en fait, de faire une boucle, comme s'il voulait terminer en fait sa filmographie avec ses premières œuvres. Ses premières œuvres sont ses dernières œuvres, mais avec des thématiques différentes. On espère aussi bien sûr pour Blade Runner, donc vraiment à voir
Le film aussi, moi je trouve qu'il est intéressant. Je vous invite à... je pense que si vous avez vu la vidéo, vous l'avez déjà vu, mais je vous invite dans ce cas-là à reconsidérer ce que vous avez ressenti sur le film. Voilà, j'ai terminé cette critique, j'en suis désolé qu'elle dure aussi longtemps, mais vous commencez à me connaître, je ne peux pas m'en empêcher. Et c'est plutôt bien d'avoir la parole si libérée et d'avoir aussi le recul. C'est pour ça que je prends quelques jours là pour sortir cette vidéo, pour regarder des articles, regarder un peu d'autres vidéos, d'autres critiques qui se sont exprimées sur le film. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez aussi tiré quelque chose de cette vidéo, de ce podcast, hein. Nous ne volons pas la face, c'est un podcast audio. Quant à moi, eh bien, je vous remercie. La prochaine vidéo, ce sera Pirates des Caraïbes. Je vous le dis et vous l'avez à l'écran, j'ai des strikes. Donc je fais profil bas, je fais ce que j'ai prévu de faire, mais rien de plus à partir de maintenant, jusqu'à ce que j'ai les strikes enlevés. Donc ça va être un petit peu la diète, mais ne vous inquiétez pas, il y aura encore du contenu après. Voilà, vraiment, je vous remercie du soutien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous voulez à votre tour convaincre des gens qui n'ont pas froid de regarder un podcast long, partagez cette vidéo. Je fais pas souvent la promotion, mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de critiques qui ont aimé ce film-là. Donc n'hésitez pas à partager du coup cette vidéo. Je sais, c'est très long comme vidéo. Tiens, je te passe un podcast de 2 heures. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez envie de convaincre quelqu'un et que cette personne a du temps pour écouter, eh bien, n'hésitez pas à lui passer cette vidéo. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!